Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 3 août. Toute l'actualité près de chez vous, invités, reportages, sport, culture, découvertes, météo. Et tout d'abord, revenons sur l'interdiction des feux de Bengale dans les établissements recevant du public à caractère festif en principauté de Monaco pour tirer le son du drame de Crans-Montana la nuit du réveillon 2025. L'adjoint au chef du bureau prévention du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, le capitaine Laurent Giboin, sera avec nous dans un instant. En ce deuxième grand mois d'été, nous nous intéresserons aux activités diverses et variées, avec la mer comme décor naturel, devant Monaco. Gros plan ce soir sur la photo sous-marine, sans oublier ceux qui pensent déjà à bien préparer la rentrée scolaire, avec, nous l'avons constaté, des achats de plus en plus précoces. Et nous terminerons ce journal avec l'avant-dernier concert de l'été dans la cour d'honneur du Palais Princier. La journée européenne de commémoration de l'Holocauste des Roms et des Sinti a traditionnellement lieu le 2 août. Une cérémonie était organisée hier à Auschwitz où la nuit du 2 au 3 août résonne tragiquement. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, était sur place. Un moment très émouvant que je vous propose de découvrir dans ce reportage de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. C'est ici, au cœur du camp des Roms et des Sinti d'Auschwitz-Birkenau, devant les vestiges d'un baraquement, que le silence des lieux et le lourd souvenir qu'ils portent s'est soudain interrompu. Ces jeunes musiciens portent un héritage douloureux. Ils sont issus de familles roms et sinti dont des membres ont été tués et leur présence, comme celle d'une très grande partie de l'assistance, résonne comme une éclatante victoire contre l'ignominie. Ce 2 août, l'Europe s'est recueillie pour la journée mémorielle de l'Holocauste des Roms et des Sinti et c'est dans ce camp qu'en août 1944 s'est joué le chapitre le plus sombre de leur histoire tragique. Dans la nuit du 2 au 3 août 1944, ici à Birkenau, exactement à l'endroit où nous nous trouvons, le dernier camp Zigeunerlager, le dernier camp pour les Romains et les Sinti, a été liquidé, comme cela s'appelle un peu malheureusement. En fait, il s'agissait de la mise à mort de plus de 4000 personnes, dont des enfants, dont des vieillards, des femmes, etc., familles entières. C'est l'une des tragédies les moins connues dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Au total, sur les 11 millions de victimes des camps nazis, on estime qu'un demi-million de Roms et de Sinti ont trouvé la mort. Auschwitz reste le symbole absolu de la haine, du mépris et du génocide. Et cette cérémonie a rassemblé des représentants venus d'au moins 24 pays pour réaffirmer les valeurs qui fondent leur démocratie. Cette mémoire vivante est soutenue par le Conseil de l'Europe qui œuvre au quotidien contre la stigmatisation de la communauté Rom et Sinti. Je crois qu'il était important pour la principauté d'être présent aujourd'hui, et à l'heure où nous avons la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Être présent ici, dans ce lieu chargé d'histoire, dans ce lieu où s'est déroulée une des tragédies les plus horribles de l'histoire de l'humanité, et rappeler toutes ces valeurs qui sont à la fois prônées par le Conseil de l'Europe et aussi par la principauté, et dire aussi que se souvenir des victimes, c'est essentiel, mais il y a aussi un devoir de mémoire et un devoir de transmission. Pour ne pas oublier, la transmission joue donc un rôle capital. En marge de la cérémonie, des dizaines de jeunes Roms ont pu échanger longuement avec l'un des derniers rescapés de la déportation. Un passage de témoin crucial pour cette nouvelle génération. Échanger avec une personne qui a vécu de près ou de loin le génocide, quelque part, je pense que ça rend la chose encore plus réelle pour eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes de 18 ou 20 ans. Donc le génocide perpétré dans les années 40 peut leur paraître très loin. C'était un très grand moment. Moi, je suis content d'un côté pour que nos voix ne se sont pas éteintes, qu'on peut toujours en parler, qu'on est toujours là, qu'on représente toujours et qu'on ne laisserait pas comme ça, on n'oubliera pas ces personnes-là et qu'on continuera à honorer leur mémoire. Se souvenir du passé pour protéger l'avenir. Alors que le nombre de témoins directs s'éteint d'année en année, la jeunesse Rome a promis de ne jamais oublier. Et à Auschwitz, le message reste le même, plus jamais. Retour en principauté, et depuis ce week-end, et suite au drame de Crans-Montana la nuit du dernier réveillon, l'interdiction désormais
des feux de Bengale dans les établissements recevant du public à caractère festif en principauté de Monaco. Pour tout comprendre de ces nouvelles mesures, l'adjoint au chef du bureau prévention du corps des sapeurs-pompiers de Monaco est avec nous ce soir. Laurent Giboin, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous ce soir. On va évoquer dans quelques instants cette nouvelle réglementation en principauté concernant l'utilisation des feux de Bengale et plutôt même son interdiction. Auparavant, j'aimerais qu'on ait un mot tous les deux ensemble sur tout ce qui se passe en Europe bien sûr, ou en Grande-Bretagne aussi, on l'a vu en Espagne et surtout en France, plus près de nous, que ce soit dans le Var ou en Espagne. On a un message de solidarité presque à faire passer à tous ceux qui combattent ce feu. Bien entendu, nous sommes pleinement à leur côté. Nous sommes pour la plupart originaires de régions du Sud ou de régions qui sont touchées par ces feux. Certains d'entre nous sont aussi pompiers volontaires, donc on apporte notre soutien total à nos collègues qui sont en ce moment en train de lutter contre ces feux d'espace naturel, ces feux de forêt partout en France et en Europe. Et on reste vigilant, j'imagine, autour de la principauté. Bien entendu, autour de la principauté. Il faut rester vigilant, il y a quand même quelques espaces naturels à proximité immédiate de la principauté. Donc il faut être super vigilant en cette période de sécheresse. Ils sont sous contrôle, ces endroits qui sont peut-être dangereux ? Alors nous intervenons en premier départ aux côtés de nos collègues du SDIS 06 sur les feux d'espace naturel, sur les communes de Cap d'Aille, Beau-Soleil et Roquebrune-Cap-Martin. Mais bien entendu, notre priorité reste la défense de la principauté. Bien sûr, merci pour ce point. En tout cas, avant d'évoquer cette nouvelle réglementation qui est donc arrivée ce week-end en principauté, près de 7 mois maintenant après la tragédie de Crans-Montana. Cette interdiction arrive heureusement maintenant, c'est un petit peu tard, c'est tôt, c'est normal dans le calendrier pour vous ? Oui, tout à fait. Le gouvernement a souhaité renforcer les interdictions des feux dans les établissements recevant du public, notamment l'utilisation des feux de Bengale et bougies dans les établissements festifs. Alors il a fallu un petit peu de temps, bien entendu, pour rédiger cette réglementation. Maintenant, le gouvernement a réagi rapidement, étant donné que nous avons lancé des contrôles inopinés avec la commission technique dans les établissements festifs de nuit dès la mi-janvier. Donc ces contrôles étaient inopinés, donc bien entendu c'était la surprise pour certains. Et nous avons fait une deuxième campagne de vérification de ces établissements dernièrement, il y a une quinzaine de jours, afin de vérifier que les établissements étaient bien impliqués dans la sécurité de leur public. Oui, pour vérifier justement la bonne réglementation aujourd'hui, c'est l'effet de surprise qui prévaut ? Alors bien entendu, les gérants de ces établissements sont habitués à ce genre de contrôle puisqu'ils sont visités régulièrement. Et au-delà de la vérification de la réglementation, la vocation de ces visites était aussi de faire de la pédagogie et de permettre à ces établissements d'améliorer leurs conditions de sécurité pour accueillir ce public dans les meilleures conditions possibles. Justement, quels sont les établissements concernés ? Alors il s'agit principalement des établissements recevant du public festifs, donc soit des restaurants avec animation musicale, soit les boîtes de nuit, ceux qui sont généralement ouverts de nuit et qui accueillent du public qui, bien entendu, à cette période de la journée, sont très vulnérables. Capitaine, vous parlez de pédagogie. Est-ce que vous pouvez encore comprendre que des gens, après ce qui s'est passé en Suisse, bien sûr à Crans-Montana le 31 décembre dernier, dans la nuit 31 au 1er, est-ce que les gens comprennent ce message et cette restriction ? Est-ce qu'il y a des adeptes, j'allais dire, des feux de Bengale pour que ce soit encore plus festif ? Alors je pense que le choc engendré par le drame de Crans-Montana, je rappelle, 41 morts, 115 blessés graves, donc grands brûlés, qui vont avoir des séquelles toute leur vie, a fait que la plupart des établissements avaient déjà anticipé l'interdiction des feux de Bengale, même avant le drame. Donc je pense que c'est des gens sérieux. Maintenant, il n'y avait pas que les feux de Bengale, ça nous a permis aussi de vérifier les issues de secours, la bonne vacuité des issues de secours, parce qu'on a vu qu'à Crans-Montana, il y avait des issues de secours qui étaient verrouillées et cadenassées. Donc ça n'était pas le cas à Monaco, mais ça nous a permis de rappeler ces directives. Et puis aussi de vérifier les systèmes d'alarme, puisque les systèmes d'alarme dans ces établissements doivent couper automatiquement la sonorisation, remettre en lumière la salle pour que les gens puissent évacuer dans de bonnes conditions. Donc là, notre vertu était plutôt pédagogique et de rappeler à ces exploitants qui sont très à l'écoute et qui ont bien compris l'objectif de ces visites, de rappeler toutes ces conditions de sécurité nécessaires dans ces établissements. Quelles seront peut-être à l'avenir les responsabilités de gérants en cas de non-respect de ces interdictions, de ces nouvelles règles en tout cas, capitaine ? C'est la sûreté publique qui constate l'infraction s'il y en a une, et c'est eux qui lancent après la procédure judiciaire s'il y a besoin. Ça veut dire aussi fermeture d'établissement possible ?
Ça c'est possible, alors c'est pas une prérogative du corps des sapeurs-pompiers et de la commission technique, donc ça c'est plus des prérogatives du gouvernement, mais bien entendu la fermeture administrative est toujours possible. Et on fait attention évidemment à tout ce qui traîne autour du feu, vous l'avez dit, des flammes. Et ça revient à mon propos liminaire au début avec vous, capitaine, avec tout ce qui se passe en ce moment dans des régions autour de nous comme le Var qui nous est proche. Faire attention à tout, au moindre mégot aussi. Il faut rappeler ces règles de prudence en tout cas. Tout à fait. Alors, le mégot, on voit souvent en ce moment des vidéos de gens qui jettent les mégots par les fenêtres des véhicules. Il faut bien être conscient qu'un mégot qui est jeté par la fenêtre d'un véhicule va être projeté sur le bas-côté par un véhicule qui suit derrière et risque d'enflammer la végétation qui est très très sèche en ce moment, avec un taux d'hygrométrie qui est très très faible, et puis des rafales de vent qui entraînent le départ d'un feu. On a vu encore ce week-end avec le départ de feu à Carcassonne, avec un véhicule qui brûlait sur le bas-côté, à la vitesse où le feu a pris. En quelques minutes, c'est des hectares de végétation qui partent. Alors à Monaco, bien entendu, on n'a pas ce problème de feu de végétation de grande ampleur, mais on a quand même des endroits végétalisés. Bon, ce serait quand même dommage de voir un feu d'espace naturel à Monaco et dans les environs. Merci mille fois en tout cas, capitaine, d'avoir pris du temps pour nous ce soir pour nous parler des risques et du travail des pompiers et surtout de cette nouvelle réglementation. On le rappelle, l'interdiction des feux de Bengale et d'autres flammes qui pourraient être suspectes dans les établissements nocturnes à surveiller. Vous l'avez déjà fait depuis le mois de janvier, la catastrophe de Crans-Montana, bien sûr, par effet de surprise. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Les sports, en cyclisme, la bonne nouvelle pour les passionnés de vélo, avec la confirmation de la présence au grand départ du Tour d'Espagne, le 22 août prochain à Monaco, du Slovène Tadej Pogačar, le numéro 1 mondial, double champion du monde, quintuple vainqueur du Tour de France, vainqueur du Tour d'Italie, va donc tenter d'ajouter à son palmarès le seul grand tour qui lui manque, la Vuelta. L'épreuve espagnole débutera, on le rappelle, par un contre-la-montre dans les rues de Monaco de 9 km. Ce sera le samedi et le lendemain dimanche. Eh bien, le peloton quittera Monaco en direction de Manosque. Nous y reviendrons très largement sur Monaco Info. Football et l'AS Monaco FC qui en sait un peu plus sur le nom désormais de son adversaire européen pour le match de barrage aller-retour de la Ligue Conférence. Les dates 20 et 27 août prochains. Le club, ce sera soit le club hongrois de Ferencváros, soit l'équipe polonaise du Górnik Zabrze. Prochain match de préparation, notez-le, jeudi soir, 20h pour les Monégasques au Stade Louis II face à Retafe. Notre esprit est encore en vacances, bien sûr, mais certains plutôt prévoyants se sont déjà penchés sur les fameuses listes scolaires. Nous nous sommes rendus dans l'une des boutiques de la rue de Millau qui prépare avec attention toutes nos fournitures scolaires pour la rentrée. Voici le reportage d'Alexandra Pani accompagnée d'Alexandra Paolini. Classeurs, cahiers, règles ou agenda, à un mois de la rentrée, nombreux sont les parents qui s'accordent une pause durant leurs vacances pour préparer la fameuse liste de fournitures scolaires. Dans cette papeterie de la rue de Millau, on est prêt depuis plusieurs semaines. On a eu les premières listes, on va dire aux alentours du 26 juin, je crois, un truc comme ça. Et les dernières listes sont sorties sur les sites le 16 ou 17 juillet. Donc Charles III a été les derniers à sortir les listes. On va dire on s'étale quand même sur 3 semaines, nous, pour tout commander, s'organiser sur les places, commander les trucs qu'il faut, les lectures d'été à Charles III. Donc c'est vrai qu'on va dire c'est une grosse période et c'est une organisation. Nous, comme chaque année, on prend les listes en magasin par mail. Donc on fait le livre scolaire, on les couvre et on fait aussi tout ce qui est préparation de fournitures et on fait livraison sur Monaco gratuitement. Il y a 2 écoles, ceux qui attendent la dernière minute et que nous retrouverons donc dans les magasins début septembre et ceux qui préfèrent bien anticiper pour une rentrée sans stress. Aujourd'hui, je suis venue chercher les fournitures pour mon fils qui va rentrer en CM2 et pour ma fille en 6e au collège Charles III. Toujours dès que je peux. Parce qu'après, en fait, il y a beaucoup de demandes et comme ça, on est sûr d'avoir les fournitures, les livres à temps pour les enfants pour la rentrée. Pour les tendances, une marque reste encore et toujours la plus demandée, surtout chez les plus jeunes. Les Gami, toujours bien entendu là, avec bien entendu à chaque fois les éditions limitées ou les nouveautés qui sortent pour chaque été, puisqu'ils ont vraiment leur présentoir qu'on a juste derrière avec les nouveautés de l'été. Et généralement, après toujours certains, on va dire l'ancienne collection, le basique,
qui viennent toujours acheter parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont perdu ou quoi. Après, on a Stabilo avec pas mal de couleurs qui s'agrandissent de jour en jour. Et après, on a aussi les 4 couleurs avec pas mal de nouveautés, de tendances. Donc, on essaye un peu de changer du basique pour les enfants. Ça peut les ramener aux bases. Pour séduire les enfants, les industriels s'emparent des modes et trouvent toujours de nouveaux gadgets pour ajouter sur la liste des fournitures. Une tendance qui alourdit souvent la note au moment de passer à la caisse. On reste en vacances, partons en mer. À présent, hier, un groupe de jeunes photographes en herbe a participé à un stage de photographie sous-marine. Une immersion unique pour apprendre à capturer les trésors des fonds marins avec, à la clé, la préparation d'un grand concours. Tous les détails dans ce reportage de Sarah Inkari et Marie-Ève B. Le rendez-vous est donné au club d'exploration sous-marine de Monaco. 3 élèves sont inscrits à ce stage d'une journée proposé depuis 5 ans par la Monégu Photosub Academy, l'école de photographie sous-marine de la Principauté. On ne va pas parler de formation, mais plus d'information, parce que ce sont des enfants, on ne va pas rentrer dans la complexité de l'utilisation des appareils photo. Le but, c'est de leur apprendre juste les bases de la pratique de la photo avec des appareils qui sont au club. C'est des petits appareils compacts. Donc d'abord, c'est le maniement de l'appareil et ensuite l'application de la photographie au monde sous-marin. Est-ce que vous voyez la différence? Une grosse différence. Ça, c'est la luminosité. Ah non. Marie, son frère Victor et leur ami Timour commencent par une matinée dédiée à la théorie. Avant la partie la plus amusante, la pratique, première étape, enfiler sa combinaison avec plus ou moins de facilité. C'est des manches longues et c'est des pantalons. Et ça, c'est très galère à mettre. Surtout quand tu transpires. Avant de monter à bord, un dernier rappel s'impose, les gestes de communication sous l'eau, un langage indispensable pour évoluer en toute sécurité. Ça, est-ce que ça va bien? Ouais. Ça, c'est cool. Ouais. On arrête la plongée. Ça y est, tout le petit monde est fin prêt à embarquer. Direction le Cap Estel, l'un des plus beaux sites de plongée des environs de Monaco. Encadrés par leurs moniteurs, les élèves plongent un à un, appareil photo en main, à la découverte d'un monde où le silence laisse toute la place à l'émerveillement. Et si l'objectif est de découvrir la beauté de la vie marine, un enjeu de taille se cache derrière cette expérience inoubliable. Ils vont partir chacun avec leur clé USB pour sélectionner les photos qu'ils vont présenter en concours. Alors ce concours enfant démarre au mois de juin jusqu'à fin août, où les enfants ont 2 mois et demi durant lesquels ils peuvent faire leurs photos. Essentiellement, c'est essentiellement en Méditerranée. Ils transmettent leurs photos, 3 photos qui sont légendées. Ça c'est magnifique aussi parce qu'ils font des petits poèmes avec leurs photos. Et c'est transmis donc à l'organisation. L'organisation transmet ensuite toutes les photos à un jury. Nous avons, je crois, entre une quinzaine et une vingtaine de participants sur cette année. C'est des enfants qui viennent pour la plupart de Monaco ou des alentours de Monaco, qui ont déjà fait des stages à l'Académie de la mer de Pierre Frolat, donc des stages de plongée. Et après, donc, ils viennent faire de la photo chez nous. La remise officielle des prix du concours de photographie sous-marine junior se déroulera le 6 septembre au musée océanographique de Monaco. En attendant le verdict, les petits stagiaires ont le sourire. Ils en ont pris plein la vue. J'ai vu un poulpe, une étoile de mer, des girelles-pans, des serrans écriture et aussi de la posidonie. Moi déjà c'était le poulpe, on n'en voit pas souvent. J'étais en train de vouloir prendre un coquillage et puis là d'un coup le poulpe il sort comme ça
Et aussi, il y avait comme une sorte de galerie. Et là, je vois une murène comme ça, avec des points jaunes sur le dos. C'était génial. J'ai pu voir plein de choses sous l'eau. J'ai vu un poulpe, une étoile de mer. J'avais une monitrice super bien et voilà, ça s'est super bien passé. Est-ce que l'un d'entre eux sera récompensé à la rentrée ? Au fond, peu importe, car l'essentiel était ailleurs aujourd'hui. Les activités nautiques pour ne pas subir la chaleur de la journée, ou alors préférer la piscine. À cette période de l'année, tout est une question de choix. Voici l'enquête d'Alexandre Olivier, accompagné de Lionel Bernardi et de Gaëtan Chotzko. Avec ces fortes températures, un bon moyen de profiter du soleil sans prendre un coup de chaud, c'est d'être dans l'eau. Entre mer et piscine, entre un couloir de nage encadré et les vagues de la Méditerranée, chacun a sa préférence. Au stade nautique Régnier 3, beaucoup sont des habitués du site. Pour eux, il n'y a pas de débat, la piscine n'a que des avantages. Bon, on va se baigner, on saute du 5 mètres, on fait les plongeoires. On profite entre potes, il y a le toboggan, il y a tout, il y a les plongeoires. On peut faire des sauts, on peut nager, c'est super cool. Les méduses, ça pique beaucoup à la plage, donc on s'est dit au moins on vient ici, on n'a pas les méduses qui nous piquent le ventre, il y a moins de bruit, c'est pas mal. I love both, but for now I would say I prefer the pool, because it's just so nice and comfortable to be in. I like swimming, I like getting tanned, so it's amazing here for me. I really enjoy it. Au Larvoto, les adeptes de la plage ne sont pas en reste d'arguments non plus. Pour eux, rien ne vaut le bonheur de se poser sur le sable chaud. Et dans l'eau, les méduses ne semblent pas être un problème. Bon, oui, mais bon, non, on n'en rencontre pas trop souvent quand même. Ça va, je trouve que c'est moi, ça me fait pas peur du tout. Donc voilà, les méduses, j'en rencontre pas. Moi, j'aime moins la piscine. Je trouve que la mer, c'est quand même plus... Je sais pas, moi je préfère la mer, même si j'aime pas trop les grandes vagues, mais je préfère la mer. Et c'est tout l'environnement en fait, les gens dans l'eau, il y a de quoi se restaurer, boire un verre, voilà. Pour moi, ça reflète bien l'ambiance vacances. Et au moins on voit les poissons, là-bas il y a les radeaux, on va s'amuser entre jeunes, on se pousse, etc. Et il y a les snacks autour, etc. Donc je trouve ça plus cool. On s'est baigné et là on va aller manger le goûter. On va aller prendre des gaufres. Ouais, voilà, dans pas longtemps, on va aller manger des gaufres. Plage ou piscine, le débat reste ouvert. Heureusement, à Monaco, chacun peut profiter de cette belle météo comme il l'entend. Nouveau concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la cour d'honneur du Palais hier soir, avec à l'affiche 2 jeunes artistes hongrois parmi les plus prometteurs. Le pianiste Zoltán Feherváry, qui a joué notamment le 3e concerto de Beethoven, sous la direction de Martin Rajna. José Sacrim était sur place, accompagné du Coco Maza, pour cette avant-dernière grande soirée au cœur du Palais Princier. Sous la direction de Martin Rajna, avec en soliste le pianiste Zoltán Feherváry, le concerto pour piano numéro 3 de Beethoven et la 8e symphonie de Dvorak étaient au programme du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la cour d'honneur du Palais Princier, dimanche 2 août, avec un chef et un soliste choisis par le délégué artistique de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Didier de Cotigny, qui, aux côtés de Kazuki Yamada, a invité depuis 10 ans les plus grands artistes, des solistes et des chefs d'orchestre, connus, très connus, et parfois pas très connus, mais qui le sont devenus depuis, à se produire à Monaco avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. J'essaye toujours dans les concerts au Palais d'en avoir un surprenant, avec des artistes qui ne sont pas très connus. Maintenant, vous avez droit à notre chef de la soirée, c'est-à-dire Martin Rajna, qui vient d'être nommé récemment et qui commence son mandat de directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg. Je suis content de présenter au public monégasque avec un pianiste magnifique, un pianiste hongrois qui vraiment vient de la grande tradition des pianistes hongrois tels que je les ai toujours aimés et absolument formidable. Je suis vraiment
admiratif que le public maintenant nous suive, même avec les concerts, avec les chefs d'orchestre et les solistes moins connus, parce qu'il est aussi complet que les autres. Donc ça, c'est déjà quand même c'est ça qui est formidable, c'est qu'en 10 ans, vous avez installé la confiance. Exactement. Et dans un instant, votre météo signé Alexandre Olivier. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour consacrés au concert donné hier soir dans la cour d'honneur du Palais Princier. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve nous demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée d'été à toutes et à tous, et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous, voici les prévisions météo de ce mardi 4 août. Dès le matin, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies. Attention tout de même, l'ensoleillement restera élevé avec un indice UV de 7. Nous vous conseillons fortement de vous protéger du soleil puisqu'il fera déjà 26 degrés le matin et 30 degrés au plus chaud l'après-midi. Toute la journée, il soufflera une petite brise venant de l'est avec parfois quelques rafales de vent dépassant les 30 km/h. Côté baignade, la température de l'eau sera de 27 degrés et ce mardi, nous aurons une pensée pour tous les Jean-Marie. L'ensemble de la rédaction se joint à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire à Charlotte Casiraghi. Excellente soirée sur Monaco Info.